Et salut les gens et bienvenue dans cette petite critique sur le film Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, ce film Nightmare Alley, je l'ai découvert la semaine dernière parce que la bande-annonce s'est passée quand je suis allé voir Scream. Euh, Ce film, je me suis pas du tout renseigné dessus pour le coup. Je sais, en y allant, je savais que c'était un thriller dramatique qui allait parler de cirque et d'illusionniste. Je savais que dans le film il y avait Bradley Cooper et Cate Blanchett au casting. Mais sinon, je me suis pas plus renseigné que ça, j'y suis vraiment allé en aveugle. Ce film, avant qu'on fasse la partie sans spoil, idem, ce film-là, donc Nightmare LA, est l'adaptation d'un roman, donc Le Charlatan, de William Lindsay Gresham, je sais pas comment on dit, qui est donc un roman des années 40, et qui avait déjà eu une adaptation en 1947. Donc ce film, Nightmare Alley, est en quelque sorte le remake d'un film des années 40, adapté d'un bouquin des années 40. Est-ce que c'était cool? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec la partie sans spoil. Ok, donc partie sans spoil. Ce film, Nightmare Alley, se passe à la fin des années 30, en 1939 exactement. Nous raconte l'histoire de Stanton Carlyle, qui est joué par Bradley Cooper, un homme ténébreux hanté par son passé, qui va errer sur les routes américaines et va trouver dans un coin paumé un cirque, enfin un cirque un petit peu bizarre qui va mélanger la fête foraine et les freak shows. Vous savez, les freak shows, les spectacles de monstres de foire. Donc Stanton va se faire embaucher dans ce cirque, il va rencontrer plein de forains, et notamment va se lier d'amitié avec une voyante et son mari qui est un vieux magicien. Et ce vieux magicien va lui apprendre va apprendre à Stanton, pardon, l'art de la prestidigitation, et notamment l'art de la télépathie. Voilà, donc résumé très sommairement, c'est ça le début de notre histoire. Ce film-là, Nightmare Alley de Guillermo del Toro, je suis un peu embêté parce qu'en fait, les critiques sont très positives sur ce film. Les critiques sont vraiment, tout le monde est enthousiaste. Majoritairement, les gens ont apprécié. Je précise également, ça je vais y revenir, c'est que le film quand même se tape un petit vent quand même au public, mais on va dire que les rares personnes qui ont vu le film ont beaucoup aimé. Malheureusement, personnellement, je n'ai pas aimé ce film. Alors, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que comment dire, c'est que ce film ne m'a pas intéressé. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut dire. C'est qu'en fait, je sais, en fait, le problème, c'est que, alors, je sais pas si le bouquin est comme ça de base, le charlatan, s'il y en a qui connaissent ou s'il y en a qui ont vu le film d'origine de 47, peut-être qu'ils pourront me dire. Mais en fait, le problème, c'est que ce film a des twists qui sont malheureusement pour un thriller, c'est dommage. C'est que ce film a des twists qui sont visibles à des kilomètres. En fait, c'est que très vite dans ce film, très souvent, tu vois où le scénario veut t'amener. Et du coup, ça te casse un peu le. Moi, en tout cas, ça m'a complètement cassé l'immersion. Un autre problème aussi, c'est que ce film, encore une fois, c'est un bouquin des années 40. Il n'y a pas de souci contre ça. Mais le problème, c'est que c'est un film qui va traiter de magie, de l'univers, du spectacle, du cirque, ce genre de choses. Et le souci, c'est que ce film, je trouve, n'ajoute pas quelque chose en plus parce que c'est des. Si vous connaissez les films de magie, de prestigitation, d'illusionnisme, ce genre de choses, en fait, ce film n'apporte rien par rapport à d'autres films qui ont déjà été faits avant ou surtout depuis les années 2000. En fait, on a eu beaucoup des films comme ça et du coup, là, celui-là n'apporte pas grand-chose malheureusement. C'est un film qui est très calme. C'est un film qui est très lent. C'est un film qui fonctionne beaucoup sur l'ambiance aussi. Euh, je pense que si on n'est pas dedans dès le début, en fait, ce genre de film, on peut pas rentrer dedans malheureusement au milieu du film. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je pense c'est que dès le début, en fait, j'étais pas trop dedans. J'ai essayé de me forcer pourtant pendant le film, ce qui dure 2h30, à plusieurs moments de me remettre dedans, de me dire bon allez, concentre-toi, mec, t'endors pas. Mais ouais, malheureusement, j'ai pas réussi à tenir quoi, à me mettre à fond dans l'histoire quoi. Et vous voyez, typiquement, le problème, c'est que comme ça reparle de cirque et encore une fois d'illusionnisme, moi, je pouvais pas m'empêcher à beaucoup de scènes de penser à des films comme Le Prestige, L'Illusionniste, Insaisissable, La Monstrueuse Parade, ou Freaks en anglais.
euh, à penser à tous ces films, me dire ouais, bah en fait, moi j'ai envie de revoir ces films, quoi, mais pas celui-là, quoi. En fait, il n'y a pas de grandes élévations dans ce film. Voilà, c'est ça le problème, c'est que on a l'habitude d'avoir des films lents. C'est pas parce qu'un film est lent qu'un film est mauvais. Attention, c'est pas ce que je veux dire. Le souci, en fait, c'est que dans ce film, j'ai pas eu de moment. Alors peut-être que c'est moi personnellement, mais je n'ai pas eu de moment en fait où le film m'a vraiment fait une montée d'adrénaline en fait. Une scène où je me suis dit, waouh, ça c'est la scène du film, ou une réplique, un dialogue qui m'a fait dire, waouh, ça c'est le dialogue du film, quoi. Il y a pas tout ça. Le film se laisse regarder et je trouve bah, s'arrête là, quoi. Il n'y a pas de, voilà, pas de moment preneur réellement. Et c'est peut-être pour ça aussi, je pense peut-être que le film ne marche pas pour le grand public, parce que ce qui se passe là, en fait, actuellement, comme je disais tout à l'heure, c'est que le film, les gens qui l'ont vu ont beaucoup aimé, vraiment. Il y a eu des très très bonnes critiques sur ce film. Mais le film, par contre, ne marche pas auprès du grand public. Ce film est en train de se prendre un gros vent. Et c'est marrant parce que là, l'excuse, c'est un peu la mode là en ce moment, là, depuis un mois. C'est l'excuse de dire qu'il y a Spider-Man en face, parce que c'est ce qui s'est passé pour Matrix, c'est ce qui s'est passé pour Kingsman, c'est ce qui s'est passé pour West Side Story de Spielberg, qui est sorti il y a quelques semaines également. En fait, la mode maintenant, c'est de dire actuellement, c'est quand ton film ne marche pas, fait un bide, tu dis que c'est à cause, parce qu'il y a Spider-Man en face. Critique un petit peu facile quand même. Mais du coup, ce que disent les critiques positives, quand même, je vais reprendre ce qu'elles disent pour si jamais vous avez aimé le film, au moins j'en parle. C'est que les critiques positives disent que ce film est grandiose, que ce film a un suspense de fou avec des effets visuels qui sont impressionnants. Euh, Ben moi je suis pas d'accord en fait. Je suis désolé, c'est que alors oui, visuellement le film il est très beau, hein. Il y a des très bonne utilisation de la lumière dans ce film, hein, vraiment. Il y a des effets d'ombre, il y a des effets il y a des jeux de contre-jour, ce genre de trucs. Il y a une ambiance fantastique aussi qui est faite, qui gravite autour du film tout le long, qui est très 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 cool. En plus, bon, après c'est aussi parce que Guillermo del Toro c'est un pilier, enfin c'est un monstre du cinéma fantastique et du cinéma d'horreur. Donc du coup ça se ressent que c'est quand même que c'est lui qui a fait ce film. Mais c'est sinon ouais, l'histoire elle est simple. Il n'y a pas de point iconique. C'est pareil, c'est filmé de façon très sommaire. C'est ça, ouais. C'est vrai que j'allais oublier de dire ça, mais le film, je trouve, n'a pas de plan, de façon de filmer qui se veut un petit peu original. Vous voyez, vous avez pas des. Surtout qu'en plus, on est quand même dans un film qui parle de spectacle. Vous voyez, un film qui parle de cirque, qui parle de. Vous voyez, on n'a pas justement ce côté spectaculaire, ironiquement. Alors que ça se passe dans un cirque où il devrait y avoir beaucoup de lumière. Là, on est tout le temps dans le noir, on est non-stop dans une ambiance oppressante. Et c'est un petit peu dommage de pas avoir quand même des moments où justement on nous fait un petit peu sortir en nous proposant ben, voilà, des moments plus on va dire magiques, enfin plus féeriques en fait, d'avoir des moments où on peut respirer surtout. Et parce qu'après le film il a des très bons thèmes, encore une fois, hein, par contre faut le dire, hein, c'est que le bouquin doit être pareil aussi je pense, mais parce que le film en fait prend les thèmes de l'arrogance humaine, les thèmes des mauvais côtés des individus, des personnages qui vont cacher leur vrai visage et leur arrogance, ce genre de choses. Le sentiment de toute puissance, parce que du coup le personnage de Stanton se retrouve, sans trop spoiler, euh, ils mettent en avant en fait autour de cet univers en fait de la précipitation, de la magie, de la fausse télépathie, le fait de dire des mensonges aux gens et aussi que on finit par croire à ces mensonges, ce genre de choses. Le fait de profiter aussi de la crédulité des gens en leur proposant des choses qui n'existaient pas. Voilà, c'est ce genre de thèmes qui sont dans le film. Et la musique aussi, pareil, pareil, c'est dans le même style. En fait, c'est que la musique, je l'ai trouvée très sommaire. La musique, c'est Nathan Johnson qui a fait la musique. Alors Nathan Johnson, moi je le connais grâce à Looper et à Couteau tiré parce qu'il avait été compositeur sur ces musiques-là, sur ces films-là, pardon. Mais là, dans ce film, c'est pareil, c'est que la musique, c'est une musique d'ambiance. Et c'est un petit peu dommage parce que du coup, il n'y a pas de. Parfois, elle essaye un peu de soulever, enfin, elle se lève un peu quand il y a des petits moments, un peu des moments de suspense. Mais on n'est pas sur du. C'est pas elle est pas puissante, elle est pas prenante, elle ne. C'est pas une musique du tout que je réécouterais par exemple par rapport à d'autres films de Guillermo del Toro où il y a des musiques qui sont hallucinantes. Là, la musique, quand même, elle est très discrète. Et en fait, si je devais comparer ce film avec un autre film, moi je le comparerais avec Blade Runner.
Alors attention, je dis pas que c'est pas une critique où je dis ouais ce film est moins bien que Blade Runner. Non, ce que je veux dire, c'est que le on est sur le même style de film parce que Blade Runner, pareil, est un film qui est lent. Blade Runner est un film où, quand vous regardez, l'histoire, elle est très simple. L'histoire est simple de Blade Runner, mais par contre, vous avez une ambiance autour. Vous avez une musique, vous avez des décors, vous avez des plans aussi, vraiment des plans, une photographie qui est hallucinante. C'est ça qui fonctionne. Dans ce film, là, malheureusement, je n'ai pas ressenti ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup Blade Runner, parce que justement, il y a une ambiance qui te fait halluciner, surtout la musique de Vangelis. Moi, c'est une musique que j'écoute très souvent, parce que je l'adore. Là, dans ce film, on n'a pas ça, malheureusement. On n'a pas de. On a une ambiance qui est bien faite, mais qui n'est pas assez développée, je trouve, en fait. Et il n'y a pas ce côté vraiment de te faire sortir, toi, en tant que spectateur, comme le fait, par exemple, Blade Runner. Après, je ne sais pas si on peut comparer ce film à d'autres films lents. J'ai pas d'autres exemples, en fait, en tête. Mais voilà, vous avez à peu près compris l'idée. Et pareil aussi, un autre truc quand même qu'il faut mettre en avant, c'est que ce film a un casting qui fonctionne aussi pareil, hein. Le casting, il est parfait. Les acteurs sont parfaits pour les rôles qu'ils incarnent. Par exemple, vous avez Willem Dafoe qui va jouer du coup le directeur du cirque. Alors son personnage à Willem Dafoe, on est très proche du personnage de Christophe Valls dans De l'eau pour les éléphants, quoi. Vous savez, un directeur de cirque sympathique, mais un petit peu chelou et un petit peu brutal par moment. Donc ça lui va parfaitement. Vous avez Ron Perlman aussi qui va jouer un. Alors Ron Perlman, lui, il joue un forain, un mec qui fait un spectacle pareil. Lui, en fait, c'est, vous savez, les spectacles avec les mecs forts là, qui te soulèvent des haltères de 2 tonnes, mais en fait, en réalité, ça fait 10 kilos. Donc c'est ça son spectacle. Ça lui va bien parce que du coup, c'est un forain en fin de carrière, un petit peu vieux, mais un petit peu brutal, assez fatigué, c'est assez cool. Enfin voilà, je vais, euh, je vais arrêter là la partie sans spoil, parce que bon, je dis ce que j'avais à dire. Je suis vraiment désolé que je sois, si vous avez vu le film, vous avez aimé. Je suis désolé que je sois aussi critique sur ce film, parce qu'encore une fois, le film n'est pas mauvais. Attention, hein, ça par contre, ça c'est je voulais terminer la partie sans spoil là-dessus. C'est que le film n'est pas mauvais. Le film n'est pas un foutage de gueule. Ce film n'est pas prétentieux. Ce film est un film lent, est un thriller, mais on sent qu'il y a du taf, c'est très bien fait, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça, quoi. C'est juste que moi, c'est un film qui malheureusement ne m'a pas emballé. Donc, écoutez, allons tout de suite en partie spoiler. Ok, partie spoiler. Donc là, cette partie spoiler, ce sera peut-être pas la plus captivante de toutes les critiques ciné que j'ai fait, parce que là, je vais juste me contenter en fait de. Je savais pas comment parler de ce film dans la partie spoiler de façon originale, donc en fait, ça va être. Je vais me contenter de reprendre en fait les grandes lignes du scénario pour que ce soit plus simple. Ce film donc, Nightmare LA, se découpe réellement en 3 parties. En fait, on reprend un découpage de film style ascension, apogée, chute ou déchéance. Ça c'est pareil, c'est que c'est un thème en fait, c'est peut-être ça le problème aussi, c'est que c'est un thème qui a déjà été vu et revu, ça le truc de montée, apogée, déchéance. Ça a déjà été fait surtout dans les films de gangsters, j'en citerai pas, mais il y a des films de gangsters, souvent beaucoup de films de gangsters qui utilisent cette technique, ou des films de sport aussi. Donc la première partie du film, qui en fait est la partie ascension, mais qui n'est pas du tout utilisée en fait, c'est que en fait la première moitié du film, c'est Stanton qui passe du temps voilà, au cirque, qui découvre les forains, qui va discuter avec le vieux magicien, qui va lui parler un peu de ses tours. Puis Stanton et Molly partent, décident de se barrer à un moment donné parce que le vieux magicien finit par décéder. Donc Stanton se casse avec Molly pour aller faire carrière en tant que télépathe. Ellipse, 2 ans plus tard, boum, le gars c'est devenu une rockstar des magiciens. Vous voyez, c'est ça en fait le truc qui fait que j'ai pas trop aimé le film, que j'ai pas été dedans. C'est que le film dure 2h30, hein, c'est énorme. Le film dure 2h30, mais ne développe pas en fait ces sujets à chaque fois, se tient à la base, ne va pas trop loin, je trouve. Enfin, reste assez simple, alors pourtant c'est des sujets qui sont intéressants. Les personnages secondaires, pareil, sont complètement inutilisés. En fait, souvent les personnages secondaires vont apparaître, dire un truc, disparaître, revenir, dire un truc, repartir, revenir, et ainsi de suite. Euh,
il n'y a pas d'entraînement non plus. Alors ça c'est pareil. Ça c'est un truc par contre, je me suis dit tout le film, je me suis dit, putain ils l'ont pas fait. C'est qu'il n'y a pas d'entraînement dans ce film. Parce que ce qui se passe c'est que en fait, le mentor de Stanton, donc le vieux magicien, en fait, parce que dans ce film il n'y a pas de magie en réalité. Moi je dis magicien, mais en fait dans ce film il n'y a jamais de magie. On essaie de nous faire croire à un moment donné qu'il y en a, mais c'est pas du tout le cas. Du début jusqu'à la fin, il n'y a rien de surnaturel. Il n'y a que des trucages. Donc c'est cool, c'est sympa après tout. C'est une bonne illusion. Il y a d'autres films sans les. Je vais pas citer, mais vous avez d'autres films qui font ça aussi très bien. Surtout des films de magie. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que Stanton, le mentor de Stanton, le vieux magicien, en fait, a un bouquin où dedans, il a noté tous ces trucs, en fait, pour mystifier le public. Et notamment, une technique qu'il a pour la télépathie, c'est le code verbal, qui est, je crois, quelque chose enfin, je crois que c'est quelque chose qui existe réellement. En gros, le code verbal, vous savez, c'est pour le tour, que vous avez déjà dû faire ça peut-être avec des magiciens. Le truc où le magicien, il a les yeux bandés comme ça, il va demander à quelqu'un du public de sortir un objet, et le magicien, les yeux bandés, va deviner ce fameux objet. Donc là, en fait, dans le film, il t'explique que en fait, ce vieux magicien faisait ça, ce vieux télépathe. Mais en fait, sa technique, c'est qu'il avait mis en place un système de code verbal. C'est-à-dire que quand l'assistante, pendant le spectacle, va prendre l'objet et va dire au magicien, ben, devinez ce que j'ai dans les mains, en fait, les mots utilisés sont un code pour d'autres mots. Et c'est comme ça que le magicien va savoir de quoi on parle. Par exemple, voilà, si elle dit devinez ce que je tiens dans ma main, et ben pour le magicien, lui, dans ma main, ça voudra dire code, dans ma main, montre. Et là, il va dire vous avez une montre à gousset. Oui, c'est ça la technique. Alors ça, c'est cool. Franchement, ça c'est vachement bien. Ça te montre un petit peu voilà l'envers du décor. C'est assez cool. Ça démystifie aussi un petit peu. Euh, mais le problème, c'est que dans ce film, il n'y a pas d'entraînement. C'est-à-dire que c'est montré de façon super simple en fait. C'est que parce que moi je suis désolé, mais je suis pas magicien, mais je pense que pour faire ce genre de tour, il faut avoir des années d'entraînement, quoi. Il faut s'entraîner comme un dingue pour arriver à faire ça, quoi. C'est parce qu'il faut retenir des formules, des formules, des formules. Là dans le film, c'est littéralement 5 minutes. C'est Stanton va voir le vieux magicien, il lui dit je veux être télépathe. Le vieux magicien lui dit pas de souci. 10 secondes après, Stanton est devenu un télépathe, mais genre le mentaliste, c'est une petite bite à côté, quoi. Et ça nous amène aussi à un autre problème qui est un problème littéraire. C'est-à-dire que ce film-là, on sent que c'est l'adaptation d'un bouquin. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs que le film soit une adaptation quasi, mais mot à mot en fait, du bouquin. Parce qu'on sent en fait dans le scénario en fait comment les parties se découpent. On sent qu'on est sur un plan littéraire, quoi. C'est-à-dire que on sent les chapitres à plusieurs moments, surtout quand il y a des ellipses, on se dit ah bah ça y est, là on est passé au chapitre 4. Et, et surtout, ben, ça se ressent parce que le scénario n'arrête pas de changer de direction non-stop en fait. C'est-à-dire qu'il va planter un décor, nous mettre une situation, boum, allez maintenant on change de décor, mais du coup ça te sort complètement. Genre parce que le film, la première partie se passe au cirque. Donc on te met un décor de cirque, on te met des personnages secondaires de cirque, etc. On reste 1 heure là-dessus, donc toi t'es dans le cirque, tu penses qu'à ça. Boum, changement d'ambiance d'un coup, et là maintenant on passe en deuxième moitié sur un film de spectacle d'illusionniste. Donc voilà, nouveau personnage secondaire, nouveau décor, nouvelle ambiance, tout ça. Et une fois que t'as adapté, boum, idem, on change d'ambiance et maintenant on est sur un film d'arnaque. Parce que ce qui se passe en fait dans le film, c'est que Stanton, quand il est au sommet de sa gloire, là que c'est le meilleur des télépathes, il va rencontrer Lilith Ritter, qui est jouée par Cate Blanchett, qui est en fait une psychanalyste pour riches à New York. Et ben, du coup, ensemble, ils vont un peu se lier d'amitié. Du coup, elle, Lilith et Stanton, ils vont se lier d'amitié et du coup, ils vont monter ensemble une combine. C'est-à-dire que Lilith va donner à Stanton des infos sur ses clients, liées par rapport aux séances qu'elle a fait avec eux. Et Stanton va s'en servir pour aller faire des séances de spiritisme avec les riches. Et ben, du coup, se servir des informations pour faire genre qu'il a lu dans leur avenir ou ce genre de truc. L'idée, pareil, elle est vachement bien. D'ailleurs, ça a dû être fait réellement, je pense. Je ne me suis pas renseigné, mais je pense que ça va être inspiré de faits réels un petit peu. L'idée est intéressante, mais le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas de montée. C'est-à-dire que ça se fait dans la continuité, quoi. C'est quasiment le film te dit c'est logique que ça fasse ça. Et une fois que tu commences à t'habituer à cette nouvelle ambiance, boum, changement. Et on est sur la conclusion. Donc, t'as pas le temps de t'adapter, malheureusement. Et la conclusion, c'est là que arrivent les problèmes de twist. Parce que les twists, en fait, ils sont bons. Ils sont très bien, hein, l'histoire, elle est bien, hein.
mais les twists, on les voit venir. Les- En fait, le problème, c'est que le film, je sais pas si le bouquin est comme ça, mais le film donne trop d'informations dans sa première partie et te spoil un petit peu le dénouement en fait. Si t'es habitué à ce genre de film, tu peux t'attendre à ce qui va se passer. Là, ce qui se passe en fait dans le film, c'est que quand il a monté sa combine Stanton avec Lilith, il va aller faire une séance de spiritisme avec un vieux riche, un veuf, mais ultra chou, vraiment très bizarre. Et à la fin du film, en fait, c'est que Stanton, en fait, le vieux riche a perdu sa femme, il est veuf, et il veut revoir sa femme, il veut revoir le fantôme de sa femme. Il fait un peu chier, il met la pression à Stanton, et du coup, ben, Stanton décide de lui faire croire que sa femme est revenue d'entre les morts en utilisant sa femme à lui, Molly, son assistante. Donc, du coup, il veut que Molly joue le rôle de la femme de ce riche. Évidemment, quand la séance arrive, ça part en couille. Et ben du coup le mec en fait le riche va se rendre compte qu'on s'est foutu de sa gueule et que c'est pas sa femme qui est en face de lui mais juste une nénette qui s'est déguisée quoi. Ça c'est pareil, c'est intéressant mais le problème c'est que ben tu le vois venir en fait. Parce que 30 minutes avant dans le film, t'as Kate Blanchett qui dit qui prévient Stanton en disant attention, ce mec-là, ce riche-là, il est violent, il est très instable parfois. Et en plus, elle a raison parce que plusieurs fois dans le film, quand Stanton va le voir, il va se comporter le mec, mais de façon assez violente, il va être de plus en plus autoritaire, de plus en plus haineux. Donc, tu sens que ce mec, il faut se barrer, il est toxique au possible. Et du coup, ça fait ben, quand le moment vraiment où ça part en couille et ça part en baston, tu dis ben oui, mais on s'y attendait un petit peu, quoi, c'est ça le problème. Parce que ce qui se passe, bon, c'est que ça part en bagarre en fait, et Stanton, dans la bagarre, Stanton va défoncer le riche et va le tuer en fait, à main nue. Ça c'est pareil. Ça c'est un truc que je trouve intéressant. J'aime bien ce côté, parce que ça c'est une très bonne idée, ça justement, parce que vu que le thème du film c'est quelqu'un qui va se perdre dans ses mensonges et ne va pas pouvoir s'arrêter, le personnage de Stanton qui se fait passer pour un télépathe quand même, ben du coup, cette fin de film, elle est cool parce que ben, littéralement, il va tuer un innocent à cause de ses mensonges, quoi, parce qu'il veut pas accepter la réalité. Et c'est pareil, il y a ce côté très, c'est violent, c'est cool, il y a un côté panique, c'est sympa. Le problème, c'est que, c'est que juste avant, en fait, juste avant que ça parte en baston, le vieux riche, il va dire à Stanton que il culpabilise parce que suite à la mort de sa femme, il a un traumatisme et il a frappé, enfin il a fait du mal à des jeunes femmes. Il dit juste ça, hein, c'est j'ai fait du mal à des jeunes femmes, donc c'est pas ce qu'il a fait. Mais tu sens que, même s'il donne pas de détails, tu t'imagines beaucoup de trucs glauques que ce mec a dû faire avec des jeunes femmes et c'est horrible. Et ben du coup, ça fait que quand Stanton le défonce, ben moi je m'en foutais quoi, parce que c'est pour moi c'était l'équivalent que comme si t'avais une meuf qui allait frapper Harvey Weinstein ou Bill Cosby quoi. Alors d'accord, je dis que taper les gens c'est pas bien, ça en effet, faut pas taper les gens, c'est pas cool. Mais bon, vu ce que le mec a fait avant, je ressens aucune empathie pour la victime quoi malheureusement. Donc vous l'aurez compris, là on est dans la partie d'échéance, c'est-à-dire que là Stanton a perdu le contrôle. Stanton est allé trop loin et ne contrôle plus rien et va ben, du coup tuer un riche. Euh, Stanton, donc du coup, à ce moment-là, après avoir tué le gars, se retrouve seul, puisque Molly va se barrer, parce que le meurtre, là, c'était la goutte d'eau, quoi. Mais pareil, c'est un truc aussi que je pinaille, hein, je suis désolé, mais ça aussi, ça m'a un petit peu saoulé, c'est qu'en fait, pendant tout le film, Molly a 50 raisons de se barrer, de quitter ce mec. Parce que En fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, ils montrent qu'ils sont follement amoureux, et c'est cool, c'est normal. Mais en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas l'évolution, vous savez, comme on a souvent dans ce genre de film d'ascension. Euh, vous savez, le fait de voir au fur et à mesure le personnage principal devenir un connard, au fur et à mesure que le succès le gagne, au fur et à mesure il se croit de plus en plus tout puissant. On n'a pas ça, parce que là, ce qui se passe, c'est que comme il y a une ellipse au milieu du film, bah, on passe directement de jeune homme qui est plein de rêves et qui veut faire des trucs de ouf à gros connard qui hyper arrogant qui se la pète à mort quoi. Donc déjà t'es là à te dire mais Molly barre-toi quoi. D'ailleurs à un moment donné elle essaye de faire ça, à un moment donné elle se tire, elle lui fait un petit mot, lui il file pour la retrouver dans la gare et il lui dit non mais s'il te plaît reste j'ai besoin de toi et elle fait d'accord. Putain putain, mais à sa place moi je me serais cassé quoi, j'en ai rien à foutre quoi. Mais bon voilà donc du coup elle reste et bien finalement à la fin elle va partir parce qu'il y a quand même eu un mort. Ben, Stanton se retrouve pareil ben, poursuivi par les flics.
Il va il va retrouver Lilith, du coup, parce que comme il a plus Molly, ben, il se dit, ben, je vais retrouver ma complice, donc du coup, il va rejoindre Lilith, la psychanalyste, qui va le trahir, elle aussi. En fait, en gros, elle va lui dire que... Parce que lui, il arrive dans son bureau, il est plein de sang de partout, il est en panique totale. Bradley Cooper, il joue super bien en plus. Et ben Lilith, Kate Blanchett, elle va lui dire, bah, en fait, moi, j'ai profité de toi depuis le début pour me faire des tonnes de fric, quoi. Pareil, c'est cool, mais le problème, c'est qu'en fait, le personnage de Lilith, dans le film, il est glauque tout le temps. Il y a beaucoup de personnages dans ce film qui sont... Tout le monde est glauque, hein, dans ce film. Mais genre, elle est vraiment... Elle est hyper malsaine dans ses façons de parler et tout. Donc du coup, tu sens elle est pas nette, quoi. Sauf qu'en plus, Kate Blanchett joue super bien. Vraiment. Elle joue super bien, très bien ce côté personnage qui fait un petit peu flipper, mais sans être... en étant faussement sympathique, quoi. Et bah, du coup, voilà, elle va le trahir. Et Bradley Cooper, ben, du coup, il est poursuivi par les flics et se barre. Il va s'enfuir il va choper un train, vous savez, il va faire le truc habituel, là, vous savez, genre quand t'es poursuivi par les flics, où tu vas sur une voie ferrée, t'as le train qui est en train de partir, coup de bol, il y a une porte qui est ouverte, donc du coup tu rentres dans la porte et tu te caches, donc du coup c'est ce qu'il fait. Il va se planquer dans le train, les flics le retrouvent pas, le train est parti, et ellipse, encore une fois, et on le retrouve, donc c'est pas dit, mais ça doit être un an plus tard. Il est devenu clochard dans un bled paumé. Et bah, du coup, ce qui se passe, c'est que ben, il est clochard, il va y avoir un cirque qui va passer à la fin. Ça, c'est la toute fin du film, hein. Il va trouver un cirque en fait où il veut recommencer à bosser. Il y va. Et en fait, ben, le seul poste qu'on lui propose, c'est un poste de devenir un freak, en fait, devenir un monstre de foire. Et là aussi, là, c'est pareil, c'est que cette fin, elle est cool. C'est une très bonne idée. Genre, le bouquin, je pense que ça va être un super twist vu comme ça. Mais le souci, c'est que dans le film, bah en fait, tu le sais comment ça va finir, encore une fois. C'est pas. Je veux pas être là à dire, wow, regardez, je suis trop intelligent, je comprends les films. Mais c'est vrai que par contre, ce film-là, vraiment, quoi, les twists, ils sont très faciles à voir. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que comme toute la première partie du film, on est dans un cirque, il y a un freak, il y a un monstre de foire. Willem Dafoe, il en a un, il le montre au public. Et donc, du coup, on le voit très souvent, ce freak. Et du coup, et Bradley Cooper a une espèce de fascination bizarre pour cette épave humaine. Et du coup, ben, tu sens, tu dis, oula, tu passes tellement de temps avec lui, et toi, à la fin du film, tu vas être à sa place, quoi. Et c'est ce qui arrive au final. Mais le truc en plus, c'est qu'à un moment donné, vous avez carrément Willem Dafoe qui va expliquer à Stanton comment on fait un freak. Comment on fait un monstre de foire. Alors c'est très intéressant, en plus c'est cool parce qu'il dit ça avec une façon mais qui est tellement cynique, c'est violent. En fait il explique que la technique c'est tu prends un clochard, tu lui files à boire, tu le dopes à l'opium, et après ça c'est bon, le mec il est complètement shooté et ça devient une épave humaine, ça devient un animal sauvage, et c'est parfait justement pour le rôle de freak. Il y a un côté très Elephant Man, pareil dans ce passage là aussi, hein, on sent les... C'est 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 pareil, encore on pense à un autre film quoi, donc c'est... Mais voilà, c'est cool, mais le problème c'est que ben, du coup, comme ça a été montré avant, tu sens venir le twist final du film, quoi. Bon, je vais faire la conclusion ici. Alors, je suis vraiment désolé, hein, j'ai été assez critique là sur ce film. Je me rends pas compte si j'étais pas un petit peu violent d'ailleurs, je pense. Je le verrai au montage. Faut savoir que Guillermo del Toro, moi, c'est un réalisateur que j'aime bien. Je suis pas archi fan non plus, mais je sais que j'ai pas vu tous ses films, mais les films que j'ai vus de ce mec, j'ai adoré. Là, malheureusement, ben, celui-là, j'ai pas accroché. Je trouve que le film, c'est dommage parce que le thème est vraiment très intéressant, hein, le thème des cirques, des illusionnistes, ce thème de l'envers du décor, un petit peu, c'est assez cool. Surtout quand t'as une ambiance qui se veut un petit peu fantastique, qui gravite autour, un petit peu glauque, c'est vachement bien, c'est trop bien. Le casting fonctionne. J'ai pas parlé de ça aussi, mais les décors de ce film sont hallucinants, sont très bien faits, c'est vachement cool, c'est très bien pensé. Il y a des jeux de lumière, voilà, il y a une ambiance euh, faussement, enfin pas faussement horrifique, comment dire, mais une ambiance glauque, voilà, qui fonctionne très bien, très oppressante. Mais le problème, c'est que ben, je trouve que le scénar était trop prévisible. C'est peut-être dû aussi au fait que le bouquin d'origine, je pense, je ne connais pas, mais doit être comme ça. Et le souci, c'est qu'on doit être dans peut-être un de ces cas où, en fait, le bouquin a dû inspirer beaucoup d'autres films, surtout la plupart des films que j'ai cités tout au long de la critique, je pense. Beaucoup d'autres films qui sont sortis plus tard, qui ont été des gros succès. Et du coup, ben là, ce film arrive peut-être un petit peu sur le tard, malheureusement. Et on est déjà habitué à ces références-là parce qu'on les a déjà eues dans d'autres films avant. Après, évidemment, encore une fois, hein, ce n'est que mon avis. Voilà, parce qu'encore une fois, ce film a de bonnes critiques.
Ça, il faut le dire. Il y a des gens qui ont beaucoup aimé ce film, il y en a quand même pas mal. Ce film peut-être est un peu incompris, peut-être que c'est moi, parce que il y a un vent aussi là du. Enfin, le grand public visiblement boude un peu ce film. Je pense que je reverrai ce film plus tard. Je pense même d'ailleurs en fait en faire un épisode de ma chronique de l'encre à la pellicule parce que je trouvais ça intéressant de comparer le bouquin au film. Euh, et sinon, ben, pour arrêter, juste pour vous donner une info aussi, c'est que là je vais faire une petite pause de 2 semaines dans les critiques ciné en tout cas. Ce qui se passe tout simplement, c'est que là j'ai pas de film qui m'intéresse là dans les deux prochaines semaines là. Donc je vais faire une petite pause dans les critiques ciné, comme ça me permettra aussi peut-être d'arriver à faire d'autres montages et à faire d'autres vidéos parce que ça traîne un peu. Le prochain film que j'irai voir sera sûrement, si dans les 2 prochaines semaines je fais pas de critique ciné, le prochain film que je pense aller voir ce sera Mort sur le Nil, de et avec Kenneth Branagh. Voilà, un petit Hercule Poirot des familles, ça fait toujours plaisir. Bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Heroic Cinéphilie. Salut!